Et bienvenue à tous sur la chaîne. Vous avez compris, on va faire un focus aujourd'hui full PEA sur les entreprises qui ont publié les résultats récemment. On va parler d'Essilor Luxottica, ma plus belle saucisse dans le PEA. On va parler d'Hermès aussi, on va parler de la FDJ. Et on va parler aussi de Safran. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aidera énormément à franchir le cap des 1000 abonnés en moins de 5 mois. C'est vraiment ce qu'on s'était fixé comme objectif. On va le target. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram. Vous avez aussi ma page Facebook, vous avez le Discord de la chaîne, les amis. On est pas mal dessus, c'est sympa. Et je pense en vrai, le Discord, qu'on va le caper, je pense, vers 300-400 personnes. Donc, courez, allez sur le Discord. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un énorme Discord avec des mecs qui foutent la merde et qui me parlent de boîtes coupées en deux, là, les canaries et tout. Je n'en veux pas sur le Discord. Bref, on va parler de 4 résultats aujourd'hui. Je sais qu'il y a énormément de PEA qui souffrent et on va aller faire une valorisation avec un prix juste pour chaque entreprise, que ce soit pour Essilor, pour Safran, pour Hermès et pour la FDJ. Et je vous le dis, il y a des résultats qui sont catastrophiques, notamment la FDJ, et on attaque par elle. Et on va aller voir les résultats de la FDJ et vous allez voir, c'est pas brillant du tout. Je crois que le titre prend moins 5% actuellement et je vous le dis tout de suite, la FDJ, si vous en avez en portefeuille, malheureusement pour vous, je trouve, en tout cas au vu des résultats et au vu des résultats que j'ai pu un petit peu checker en amont, parce que la FDJ, ça aurait pu être une entreprise qui aurait pu m'intéresser, mais c'est pour moi le plus beau piège du PEA actuellement. Donc on a quoi? On a un chiffre d'affaires de moins 4% à trimestre comparable, avec une augmentation de 28 millions d'euros des taxes sur les jeux d'argent. Donc là, c'est vraiment la vache à lait de tous les États. Il n'y a pas que la France hein, sur la FDJ, mais vraiment, c'est un petit peu le problème. On a le CGR, donc en gros, le CGR, dites-vous que c'est le super revenu brut, c'est les revenus de la FDJ avant les taxes de chaque pays. Et une fois que vous avez enlevé ces taxes, vous avez les revenus bruts qui sont aussi en baisse de moins 4%. Donc là, c'est pas terrible du tout. Et on a les paris sportifs, parce qu'il y a un mec tous les matins qui fait des lives, qui nous explique que la FDJ, des fois je l'écoute en bagnole, enfin ça me fait rire, mais que la FDJ va gagner énormément de pognon grâce à la Ligue enfin, à la Ligue des Champions, et surtout à la Coupe du Monde de la FIFA. Bah, la Coupe du Monde de la FIFA, elle a eu lieu début juin jusqu'à début juillet, enfin mi-juillet, et on voit quoi? On voit qu'on a un chiffre d'affaires de moins 3% quasiment, et même le CGR, le super résultat brut, donc ce qu'ont parié les joueurs, moins ce que la FDJ leur a redonné, on est à moins 1,1%. Donc c'est vraiment des résultats pas terribles. l'EBITDA, donc les revenus avant taxes, amortissements et dépréciations sont de 423 millions d'euros et la marge est de 34,1% sur le deuxième trimestre. Donc la marge d'EBITDA est pas si mauvaise. Vous allez la voir sur le premier semestre, elle est véritablement pourrie. On va aller justement, voilà, nous ont fait 15 slides pour nous expliquer que la FIFA c'était magnifique, etc. Mais ça se voit pas dans les revenus. Donc le super revenu brut, là on est sur le premier semestre, les 6 premiers mois de 2026. Donc en gros, normalement, la FDJ aurait dû avoir comme revenu, comme chiffre d'affaires 4 314 millions d'euros. Mais le problème, c'est que ces revenus-là, en fait, sont tout simplement vraiment taxés à mort, que ce soit par la France, le Royaume-Uni, enfin bref, tous les pays européens dans lesquels FDJ travaille. Et on voit qu'on a ce super revenu brut de moins 1,3%. On a les revenus, le revenu global, une fois que vous avez enlevé toutes ces taxes, qui est de 1 782 millions, moins 4,5%. C'est pas terrible du tout. Et notre revenu d'EBITDA qui est à moins 0,4% par rapport à l'année dernière et on est à 404 millions d'euros. La marge d'EBITDA, elle passe à 22,7%, quasiment moins 1%. Vous avez des revenus nets déclarés, donc voilà. Après, dans les revenus nets, attention, il y a de l'amortissement, donc c'est des revenus qui sont enlevés, mais c'est pas forcément des revenus comptables. Donc il faudra voir justement les free cash flow. Par contre, sur tous les slides, vous avez zéro mention de free cash flow. Donc pour le dividende, ça va être un peu compliqué de savoir si vraiment c'est tenable dans le temps ou pas. Mais on est à moins 16 millions d'euros en revenus nets. Voilà, la FDJ sur les 6 premiers mois de 2026 déclare moins 16 millions d'euros de revenus nets. C'est pas bon du tout. Et déclaré et en ajusté, on est à 180 millions d'euros, moins 19, enfin à 180 millions d'euros, à moins 19% sur le revenu net. Donc c'est pas terrible du tout, du tout. La seule bonne nouvelle, c'est que la dette financière est légèrement en baisse. On a été à plus de 2 milliards, je crois, on est passé à 1,9 milliard. Mais c'est pas incroyable du tout. Voilà ce que je vous expliquais, le super revenu de la FDJ. On est normalement à 4 milliards 370 millions et on passe au premier semestre 2026 à 4 milliards 314 millions. Donc c'est en baisse déjà en organique et en plus vous avez les taxes et les taxes et les taxes et les taxes, ce qui vous donne justement le revenu de base à 1 milliard 701 millions au lieu les dernières de 1 milliard 775 millions. Et là, c'est pas bon du tout non plus sur la FDJ, mais bon, après, ils se prennent des taxes, ils y peuvent rien. Mais voilà pourquoi moi, je suis pas actionnaire, parce qu'en fait, vous êtes tout simplement la variable d'ajustement, hein. On le voit très facilement ici, bah, vous êtes un peu
j'aime pas ce terme, mais vous êtes un peu la pupute de l'État, quoi. Donc là, on a les revenus nets, ajustés, donc 180 millions de revenus nets sur les 6 premiers mois de l'année, ça fait pas, énorme. On a la dette, donc bon, après ils ont quand même une bonne, opération sur la dette, c'est qu'ils seront obligés de refinancer, mais qu'à partir que de 2030, 2033 et 2036, ils peuvent refinancer avant, en vérité. Mais on voit que c'est quand même plutôt bien, échéancé et il y a pas forcément de gros problèmes là-dessus. Cas, moi, ça m'inquiète, pas forcément. Voilà, on voit que la marge d'EBITDA, pareil, on arrive à 22,5, ça recule, c'est pas bon du tout. Alors OK, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, qu'il y a des taxes et cetera, mais la marge d'EBITDA, c'est propre à, comment dire? C'est propre aussi à l'FDJ, ils avaient qu'à se démerder à, mieux travailler en interne et voilà ce qu'on peut aussi dire. Voilà pourquoi, en fait, avec ces 2 slides, je vous explique pourquoi moi, je ne serai jamais actionnaire de l'FDJ. Vous arrivez, hop, augmentation des taxes sur les jeux en 2025. Donc là, on était à 68% pour l'euro million en France, on passe à 69 à partir du 1er juillet 25. 55,5 sur les autres jeux, on passe à 56. Les paris sportifs 41, 42, 55, on va dire 59. Le poker 0,2% des mises, on arrive à 10%. Mais c'est de la folie en fait. 52,3 et une petite baisse pour les courses hippiques en ligne. Ils ont quand même fait un petit effort et on arrive à 28 millions d'euros en plus juste pour la loterie et les paris sportifs hors ligne. Et le reste, on est à 23 millions d'euros d'augmentation pour les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède. Et on est à 52 millions d'euros d'augmentation juste de taxes pour 2025. Mais bien évidemment, c'était 2025. Maintenant, on a aussi 2026 avec, ça, c'est les taxes qu'on a déjà vues ici. Par contre, on a des taxes en 2026 pour les Pays-Bas, un autre pays aussi. C'est de la folie, hein. On est sur 52 millions d'euros d'augmentation de taxes. Et en fait, on va faire vite fait, hop, un juste prix pour la FDJ, pour tous les gens qui sont malheureusement, hop, actionnaires. Et le problème, c'est qu'on vous a vendu la FDJ comme une boîte normale, mais ce n'est pas une boîte normale, c'est une boîte qui est là, pour rincer l'État. L'État est au capital et en fait, vous allez passer, tout simplement vraiment au huitième plan, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, voilà. Quelqu'un qui a acheté même la FDJ là, sur un repli, qui s'est dit: «Waouh, 30 €, c'est pas mal», et bah, il a perdu 25 de ce qu'il a mis. Alors bien évidemment, vous allez me dire: «Oui, mais il y a eu des dividendes et cetera», mais on arrive quasiment au prix de l'IPO. Vous auriez acheté, la FDJ à l'IPO en 2019, vous n'auriez rien touché à votre PEA, vous êtes quasiment flat en 7 ans. C'est magnifique, hein, franchement, ça laisse rêveur. Alors, bien évidemment, il y a eu des dividendes, mais en fait, vous auriez foutu votre pognon sur le livret A, bah, ça aurait limite pas été si pire. Maintenant, pour un prix juste, hop, est-ce qu'on a envie de valoriser hyper cher la FDJ? Est-ce qu'il y aura un re-rating? Moi, je pense qu'il faut surtout pas s'attendre à un re-rating. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la FDJ, ça donne un dividende de zinzin. On est quasiment sur du 10%. Maintenant, j'attends de voir, moi, un petit peu tout ce qui va être marge de free cash flow, et cetera. On voit qu'en termes de free cash flow en 2025, ils étaient largement bons, hein, 500 millions, alors qu'on a un dividende à 378 millions. Donc le dividende peut être tenable. Nous, ce qui nous intéresse quand on est actionnaire, et les gens qui sont actionnaires de la FDJ, si vous l'achetez, achetez-le juste pour le dividende. Maintenant, est-ce que moi je l'achèterai pour le dividende? Non, parce qu'on est vraiment la variable d'ajustement. Les États n'hésiteront pas à augmenter leurs taxes, et donc à un moment donné, est-ce que ce dividende va être tenable? Moi, j'en sais fichtrement rien. Maintenant, en vérité, c'est qu'à 22 euros, vous avez déjà, la mort qui a été pricée sur la FDJ. Ça peut encore descendre, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je dis pas que ça va jamais descendre. Mais maintenant, si ça arrive à faire, hop, 2 de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années en moyenne et que ça sort à 7 fois les free cash flow, ce qui est un petit peu près, à peu près le prix actuellement, on s'attendrait un comment dire? À un prix juste de 20, €. Donc moi, autour des 20 €, quelqu'un qui me dit: «OK, j'achète, FDJ pour les dividendes», je lui dis: «OK, pourquoi pas, c'est pas déconnant du tout». Maintenant, attention, vous avez les tenants et les aboutissants, vous savez que vous allez être la variable d'ajustement, vous savez que les États vont augmenter les taxes, ils n'hésiteront pas à le faire. Et maintenant, attendez au moins de voir les vraies marges de free cash flow, et cetera, pour les 2 premiers quarters, on les a pas encore. Il va falloir attendre un petit peu, mais vraiment, n'écoutez pas les gens qui vous disent en tout cas: «Ouais, achetez la FDJ à ce prix-là». Il va y avoir un re-rating, il n'y aura pas de re-rating. Les résultats sont explosés au sol, les guidance ont été donnés. C'est une baisse du chiffre d'affaires, surtout 2026. Peut-être qu'à un moment donné, ça repartira, mais moi, j'ai énormément de mal à le croire. Pourquoi? Parce que c'est taxé déjà à mort à la source, en fait. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Malgré un business résilient, on peut le voir, il y a des crises, etc. Le pétrole est cher, mais vous avez des gens qui continuent de jouer parce que ça surfe un petit peu sur la misère du monde, la FDJ, mais au final, c'est pas forcément un bon investissement. Enfin, je trouve en tout cas, personnellement, que moi, c'est pour moi le plus beau piège à détenir sur PEA.
Et on continue avec les résultats d'Hermès qui, sont parus hier et c'était un peu un bain de sang. On était quasiment, je crois, -14 à un moment donné dans la journée. Ça a plutôt bien rebondi aujourd'hui, hein, plus 2. On est à 1 540 €, donc on est, passé, je crois, à moins de, 1 450 à un moment donné dans la journée. Mais ça s'est plutôt bien comporté. Par contre, on va aller voir les résultats et qui sont, pas faramineux du tout. Sur Hermès, on va aller le voir, hop, on va aller le voir ici. On va aller dans ouvrir, comme ça tout le monde verra un peu mieux. Je me mets en plein écran et on va passer les petits, les peintures là, on s'en fout un peu, le petit Yuki qu'on a vu passer. Hop, nous ce qui nous intéresse, c'est les revenus par géographie déjà. Donc ce qu'il faut comprendre avec Hermès, c'est simple, vous avez quasiment plus de 40 de revenus qui sont faits, en Asie hors Japon, donc exclusivement quasiment la Chine. Et on voit qu'à taux de change constant, on n'a qu'une croissance de 2. Donc déjà, on sait que ça va pas être terrible au niveau de la croissance du CA. Au Japon, c'est très bien, mais vous voyez, ça fait même pas 1 milliard de revenus. La France, ça fait quasiment pas de croissance en 2026. Bien évidemment, on fait fuir tous les riches, donc au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va acheter du Hermès. En Europe, ça progresse pas trop mal en vrai, hors France, à 1 milliard 165 millions. À taux de change constant, on est quasiment à 10%. Aux Amériques, ça c'est très bien, 15%. Et au Moyen-Orient, on est sur une régression de 4%, mais vous voyez que c'est que 330 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas forcément très grave ce qui s'est passé au Moyen-Orient pour Hermès. En tout cas, maintenant, ce qu'il va falloir aller, hop, voir, c'est qu'à taux de change constant, là, on a les produits, donc on a les parfums qui sont à -4%. Et hop, on va justement aller ici, ça va être hyper important. Voilà, hop, les revenus. 2026-2025 et on voit qu'on a à peine 100 millions de chiffre d'affaires de plus, 130 millions, donc c'est pas terrible du tout. On a des marges brutes qui s'améliorent notamment, donc ça c'est bien, c'est très bien. Par contre, on a un gros problème. On a la marge opérationnelle qui prend un petit peu du plomb dans l'aile et on a des revenus opérationnels de croissance de seulement 1%. Pourquoi? Parce que vous avez le CA qui est à peine en croissance et vous avez des dépenses qui ont augmenté un petit peu, donc ça c'est le point noir. Et autre gros point noir, c'est que vous avez justement votre marge opérationnelle qui est en train de s'éroder, hein. Vous avez perdu moins 3% depuis les plus hauts 2023, sachant que vous n'avez pas de croissance du chiffre d'affaires. Donc vous avez quasiment compris que vous aurez très peu de croissance des bénéfices. Et on va aller voir ici les bénéfices. On a zéro croissance, hein, c'est simple, en year over year, on a zéro foutu croissance, les amis. Pourquoi? Parce que vous avez une marge nette qui passe de 31,2% à 30,7%. Donc ça va être important quand on va aller voir aussi comment valoriser Hermès. Maintenant, si vous voulez, en tout cas, rentrer sur une boîte, ça peut être intéressant de regarder trimestre après trimestre. Par contre, si vous devez vendre, c'est pas parce qu'une boîte a fait un mauvais quarter qu'il va falloir vendre. Ou alors ça veut dire que vous avez acheté la boîte, sans, vraiment, mettre une thèse d'investissement sur votre boîte et en fait, vous l'aurez pas dû l'avoir dans votre portefeuille, vous auriez pas dû l'avoir du tout. C'est pas parce que ça fait un ou 2 ou 3 trimestres un petit peu plus compliqués que vous devez absolument la vendre et si vous êtes avec des grosses moins-values, ça veut dire que vous l'avez mal acheté tout simplement. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que cocorico, merci la France. On a 33 de marge nette, en 2023 et on passe à 30,7. Mais si vous incluez les taxes exceptionnelles, donc les taxes sur les super profits, la marge nette passe à 27,4. Donc vous avez plus de 6 de marge nette qui sont tout simplement passés à la trappe entre 2023 et 2026. Et grâce à la super taxe, vous perdez 3,2% de marge nette en 2025 et quasiment ouais, pareil, 3,2 aussi en 2026. Donc sur les 2 années, j'avais fait le calcul, on est à plus de 600 millions piqués dans les poches d'Hermès. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'aurait fait croître énormément le CA, mais au moins on aurait eu un CA de 2, enfin un bénéfice net de 2,5 milliards. Là, vous les avez pas, vous avez 2,2 milliards, donc vous avez une régression du bénéfice par action. Alors que vous avez des ventes qui continuent, un chiffre d'affaires qui continue de monter, oui, mais malheureusement, bah, vous avez les bénéfices qui sont plombés par ce fameux État français, le fameux État français. Vous avez par contre les cash flows qui sont pas mauvais du tout. Vous avez une belle augmentation en vrai des free cash flows, hein. Ils étaient d'1,8 milliard, on passe à 2,1 milliards. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut aller voir, hop, dans la valorisation. On va aller faire une valorisation, mais dans les fondamentaux de la boîte, on a énormément on va aller la voir ici. De cash, les amis. Vous avez 12 milliards de cash de trésorerie et vous avez quasiment pas de dette. Donc là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Il n'y a pas de rachat d'actions quasiment. 2025, ils en ont pas fait, ils en ont fait un petit peu avant, mais là, va falloir. Alors, c'est très bien, ils donnent quasiment 2 milliards, quasiment 3 milliards de dividendes. Mais pourquoi pas baisser un petit peu, enfin, de pas forcément augmenter le dividende, mais commencer à racheter vos actions, les gars, ça ferait énormément plaisir, sachant que vous avez que 104 millions d'actions. Donc, si vous rajoutez, la capi, elle a combien là? Elle est à 184 milliards. Ah bah ouais, s'ils mettent 10 milliards, ils font fondre plus de 10% de, enfin, un peu moins de 10% de la capi, mais
Les 10 milliards, je pense qu'ils peuvent être mis en 10 ans, ils peuvent peut-être mettre 20 milliards hein, de rachat d'actions, ça serait pas déconnant du tout. Maintenant, ce qui est hyper important aussi de voir, c'est que vous avez un ROIC. Donc le rendement du capital investi dans l'entreprise, que ce soit par la dette, que ce soit par les investisseurs ou par leurs fonds propres, on voit qu'on est à 48%. Donc oui, ça a baissé par rapport à 2023. Et là où le coût moyen de capital, donc en gros le coût pour créer de la valeur est qu'à 11%. Donc vous avez comment dire, un ROIC positif de plus de 40% actuellement sur Hermès. Donc vous avez vraiment une boîte qui sait faire du pognon, qui sait créer du pognon. Les marges sont quand même excellentes aussi. C'est quand même une très très bonne boîte, même si on a des résultats qu'on fait un peu à chier, on va pas se mentir. Vous avez, donc on a dit, est-ce qu'on a les quarters ici là? Je crois qu'on a dit 2,2 milliards de free cash flow. Ouais, ça va être à peu près ça. Ça va être, même peut-être un petit peu mieux. 2,4 milliards de free cash flow, donc ça nous donnerait 4,8 milliards en 2028 en 2026 pardon, sur l'année, donc c'est pas mal en vrai. On aurait quand même une croissance des free cash flow. Pour valoriser ça, on peut aller, voir ça. Malheureusement, il y a pas de rachat d'actions, donc il y aura pas forcément énormément de free cash flow en plus par action. Maintenant, ce qu'on peut dire au niveau des métriques sur MS, c'est qu'on le voit, on a une boîte qui est quand même, pricée, comme une boîte, de croissance. Le problème, c'est qu'on a quasiment plus de croissance du CA. On arrive, à avoir un petit peu de croissance du chiffre d'affaires et cetera. Les revenus, c'est compliqué et ça se paye 35 fois les free cash flow, 28 fois les operating cash flow, 10 fois le chiffre d'affaires, 8 fois le prix sur book et cetera. On voit quand même on est quand même et encore, on a pris une bonne claque, hein. J'aurais voulu voir la valo à 2 800 € là, au mois de février 2025, c'était de la folie. Maintenant, est-ce qu'on peut croître les free cash flow de 8% par an? Moi, ça me paraît correct sur sur les 5 prochaines années, pardon. Avec un peu final 2,32, donc accepter de payer un gros premium pour Hermès, c'est quand même du luxe. Il y a quand même énormément de clients qui sont, on va dire, hypés par Hermès. Donc on a quand même une grosse base de clients. Je veux bien lui mettre un premium. Maintenant, plus de 8% de free cash flow par action, moi j'y crois moyennement. Ça a fait 13%, sachant qu'on a quand même eu des années très très fastes. Maintenant, on arrive sur les années un peu moins bonnes, hein. On le voit, hein, 8% cette année, 9% l'année dernière. C'est quand même, je préfère être conservateur. Ça nous donnerait un prix juste de 1 200 €. Donc, peut-être que comme Ferrari, en fait, ça ne descendra jamais à ce prix-là. Donc, peut-être qu'à 1 400, il y avait peut-être un truc sympa à faire sur un MES quand c'est descendu. Maintenant, j'ai envie de dire, soyez patient si vous voulez rentrer dessus, si vous voulez rentrer sur le titre. Parce qu'on a tout simplement un nouveau quarter qui arrive dans très peu de temps. Est-ce que les problèmes liés en Chine, etc., dans la variation un petit peu de trésor, enfin de chiffre d'affaires, est-ce que ça va changer? Moi, je pense que fondamentalement, non. Donc, est-ce que ça va range à 1500 sur les 3 prochains mois et qu'au prochain résultat, ça va redescendre à 1300, 1350 et là, on aurait peut-être un prix à aller chercher sympa. Encore une fois, aucune recommandation. Mais moi, si je voulais rentrer Hermès en portefeuille, c'est ce que je ferais. Je pense que j'attendrai le prochain quarter. C'est une très belle boîte, malheureusement qui est plombée quand même. Il y a 600 millions qui a été piqué entre guillemets hein, par l'État français, 600 millions qui auraient pu servir à des rachats d'actions, etc. Maintenant, à voir aussi, je serais quand même curieux sur ce qu'ils vont faire de cette foutue trésorerie, parce que 12 milliards c'est très bien, mais il y a un moment donné, si c'est pour les mettre sur les obligations, ça sert à rien. Il va falloir faire travailler cet argent et avoir un petit peu de retour vers l'actionnaire et pas que du dividende, notamment parce que aussi le rachat de l'action est taxé en France. Voilà, Cocorico, hein, on fait jamais les choses à moitié. Mais clairement, prenez votre temps sur Hermès, 1 500 €, on pourrait se dire c'est les soldes. Pour moi, c'est pas les soldes. Il faudrait vraiment se rapprocher à 1 300, 1 400 sur le prochain peut-être trimestre. Si on a encore une baisse des revenus, peut-être des mois encore compliqués, voire des années compliquées. Mais sur le temps long, en tout cas, quelqu'un qui veut rentrer pour au moins 10 ans, j'aurais dit 5 ans, mais au moins 10 ans sur Hermès, 10, 15, 20 ans, je pense qu'on est sur des prix qui restent relativement corrects. Et on passe à Safran, une magnifique société française, franchement. Et en plus, vous allez voir que les résultats sont stratosphériques sur Safran. Vraiment, c'est une très très belle boîte à avoir dans son PEA. Personne quasiment en parle. Vous avez toujours les mêmes boîtes qui reviennent. Mais Safran, pour moi, ça fait partie des joyaux de la couronne française. On a des revenus en augmentation de 19% sur le premier semestre, plus 29% pour les revenus opérationnels. Donc ça fait des moteurs d'avion pour le civil, pour le militaire, ça fait aussi des intérieurs d'avion et il y a une partie, défense. Je crois que ça fait un petit peu de drone et cetera aussi, mais c'est très léger. Donc là, on parle du taux de change. Ils ont, comment dire? Garanti un petit peu le taux de change pour le reste de l'année et on voit que les revenus sont en croissance de 19%. Voilà, là, les revenus opérationnels de plus 29%, c'est de la folie.
On a des, bénéfices qui sont en augmentation. On passe de 1,5 milliard à 1,9 milliard, donc ça a très, 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 très bien travaillé en comptant la surtaxe bien évidemment française, hein. Donc, même avec cette, ce fameux taxe sur les super profits, on a une boîte qui passe d'un CA sur le premier trimestre 2025 de 14 milliards, 769 millions à 17 milliards 571 millions. Ça travaille très, très bien du côté de Safran. Ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui est moteur, les revenus des moteurs, que ce soit sur les engins civils, hélicoptères, et cetera, militaires, on est à taux de change constant à 27, enfin à taux de change organique à 27,7 et d'une année à l'autre à plus 21 et on passe d'1,7 milliard de, revenus opérationnels à 2 milliards, hop, 119 millions. Donc on a une belle croissance de, ce segment-là. On a, la le segment défense et équipement qui arrive en 2 en termes de revenus. On passe à 6,9 milliards. C'est quand même de la folie, les amis, 23,6 et 14 à taux de change organique. Et on est en termes de revenus opérationnels, on passe à 850 millions de revenus opérationnels par rapport à 695 millions. C'est vraiment très intéressant. En vrai, je vais peut-être zoomer un peu pour que tout le monde puisse voir peut-être un peu mieux. Tout ce qui va être intérieur d'avion, etc. C'est pas terrible en vrai, hein, ça fait 1,455 milliard de revenus, mais par contre, ça fait que 65 millions de revenus opérationnels, donc très très peu de, comment dire, de revenus nets là-dessus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les free cash flow sont en augmentation de zinzin. On a l'EBITDA aussi qui est en augmentation de plus 24%, mais vous avez les free cash flow qui passent d'1,834 milliard à 2,616 milliard. C'est quand même plus de 800 millions de free cash flow en plus en 1 an d'intervalle et sur seulement les 6 premiers mois de l'année. Donc on peut peut-être viser peut-être 1,5 milliard de free cash flow en plus par rapport à l'année 2025. C'est de la folie. Et on va aller le voir ici. On a des guidance qui ont été augmentés. On serait sur 4,7 à quasiment 5 milliards de free cash flow chez Safran, alors qu'avant on nous disait 4 milliards 4 à 4 milliards 6. Donc on a des guidance qui ont été augmentés entre 300 et peut-être 500 millions de free cash flow en plus. On a vraiment tout qui est au vert. Du côté, ouais, on voit le nombre de moteurs, créés, sur ce premier trimestre. On voit qu'on a vraiment tous les voyants au vert du côté de chez Safran et le problème de Safran, on va aller voir un petit peu côté valorisation, on va aller voir un petit peu côté quantitatif aussi. Au premier abord, on pourrait dire: «Ouais, la marge nette 11 c'est pas terrible, les retours sur capitaux, c'est pas non plus incroyable, on a, un ROIC vs le WACC qui est pas non plus, génial et pourtant on a une boîte, bah, qui perf très, très bien». Donc c'est pour ça que les métriques, c'est bien de les avoir en tête, mais il faut aussi regarder le business model. On a une boîte qui a pas forcément beaucoup de dettes. On a une boîte qui ne nous dilue pas. On a une boîte qui donne un petit peu de enfin, qui donne ouais, 1 milliard de dividendes quand même. Hop. Et surtout, hein, donc on avait 4,5 milliards de free cash flow, on va passer quasiment à 5 milliards. Bon, on a quand même on va quasiment doubler les free cash flow entre 2022 et 2026. Combien d'entreprises arrivent à faire ça en France, à part peut-être les Schneider Electric ou autres? Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, Safran, on n'en parle jamais. Niveau dividende, on en est ouf. Ouais, on a 1%, on a un payout ratio quand même pas mal. Et par contre, voilà, eux, ils sont intelligents. Ça fait du rachat d'actions. Ça rachète quand même des actions. Malgré qu'il y a dû avoir un petit peu d'émission d'actions. Est-ce que ça rembourse un peu de dette aussi, là, non? Ça en a remboursé, ouais, pas mal et ça en a émis un petit peu en 2025, donc ça reste assez stable en termes de dette. Maintenant, c'est côté valorisation, les amis. Bah, le problème de Safran et ça pourrait m'intéresser en vrai sur PEA si on arriverait, proche des 250 euros. Moi, je trouve qu'elle est chère actuellement. Est-ce qu'on peut viser plus de 10 de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années? C'est pas parce que vous avez fait un ou 2 trimestres, très bien que vous allez avoir du vent dans le dos sur les 5 prochaines années, donc il faut toujours être conservateur. Ça nous évitera de prendre un moins 60 sur une ligne pendant 10 ans et de pas l'avoir évalué, ça se paye quand même, ouais, 36 fois les bénéfices, 32 pardon, en forward, 26 fois en prix to operating cash flow. On aurait une fair value à 242 euros sur la fair value Bagger. Bah, moi, je suis assez d'accord sur cette fair value-là. On va aller voir la droite de régression, mais je trouve qu'en vrai, on est quand même cher, hein. Et malheureusement, les bons résultats vont pas aider, hein, vont clairement pas aider. Ouais, putain, c'est vrai qu'on est quand même cher. Et la droite de régression sera à 204 euros. 204 euros, je pense que faut y aller là, hein, si ça arrive à ce prix-là. Mais à 250 euros, je trouve qu'on aurait un prix cohérent. Maintenant, à 336, je trouve ça excessivement cher. On va aller quand même voir le cours de bourse. Est-ce qu'on n'est pas tombé il y a... Ouais, on n'était pas peut-être pas loin, mais on n'y était pas non plus, hein. C'est tombé à 265 au mois de mai. Ça aurait pu être une première ligne intéressante à 265 euros. Maintenant, bah ouais, fallait choper le point bas. Là, maintenant, je trouve qu'on est trop cher actuellement. Mais quand on dézoome le cours de bourse, on a quand même un cours de bourse. On voit que c'est quand même résilient, les amis, hein.
Quand on dézoome depuis, si on regarde en deux ouais, putain, ça valait 10 € les gars, Safran en 2009. On voit quand même on a quand même un cours de bourse assez sympa. Maintenant ça a rien fait de 2020 à, 2022. Donc voilà, tous ceux qui ont investi sur cette zone-là, qui ont été patients avec le titre et ben, ils se sont récompensés maintenant. Ils ont fait x3, hein, plus de 300 de perf. Maintenant, je trouve qu'on est trop cher actuellement, mais par contre, c'est une boîte qui est magnifique. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller regarder les résultats de vos boîtes, parce que vous allez voir un petit peu le vent, est-ce qu'on a dans le dos ou pas. Et quand on voit la FDJ, quand on voit Hermès. Bon, Hermès, après, je suis quand même un peu plus réservé, mais quand on voit les FDJ, on n'a pas envie d'investir sur la FDJ, les gars. C'est de la bouse de vache. Mais si vous regardez que le quantitatif, si vous regardez pas forcément les résultats, si vous ne regardez pas vraiment ce qu'a la boîte à l'intérieur, du capot, bah, c'est pas terrible du tout. On passe à la dernière entreprise, ma petite saucisse préférée. On va parler bien évidemment d'Essilor. On arrive directement sur les résultats de, Essilor, bien évidemment, hein. On va passer les slides où on voit Mbappé et tout, on s'en fout et c'est des résultats en vrai plutôt corrects, même si je les trouve pas, exceptionnels. On a des revenus, du groupe donc, en termes de quarter qui sont à plus 7,2%. Au premier semestre, ils sont en plus à plus 5,7%, à taux de change constant, enfin à taux de change actuel, hein, et non à taux de change constant, malheureusement. Pour eux, donc, on voit qu'il y a quand même de la croissance, mais on a seulement une croissance à un chiffre. Et quand on va aller voir du côté valorisation, ça me gêne sur Essilor de payer aussi cher pour une fameuse croissance à 7-8%, quoi, en fait. La boîte, elle devrait être à 20-22 de peu et grand maximum. On a les revenus financiers, qu'est-ce qu'on nous raconte? Non, pas encore. Hop, on en est là. Donc les revenus, opérationnels, on a des croissances à 18,6%, c'est pas mal. Et les revenus, nets sur, le premier semestre sont en augmentation de, 13%. Donc là, c'est plus trop, pas trop mal ici. Hop, on a, les revenus, Professional Solutions ou Direct to Consumer. Direct to Consumer qui porte la croissance du groupe, hein, les Professional Solutions. On n'a qu'une croissance de 3,8%, donc c'est pas terrible non plus là-dessus. Je vais zoomer un petit peu aussi, parce que hop, ça vous évitera de sortir vos lunettes. Et on va peut-être dézoomer un coup. Hop. Et là, on a les revenus par région. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Asie-Pacifique drive encore quand même pas mal en termes de croissance. Là, les revenus du groupe, c'est très bien. Les revenus d'Amérique latine aussi. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas les gros, enfin, c'est pas les gros secteurs de revenus. Ça reste l'Amérique et l'Europe et le Moyen-Orient. Et on voit qu'on a des petites croissances ici. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le groupe, en termes de revenus, bah, ça croît, mais ça croît pas énormément. On est à 7,2 et ça va être compliqué pour eux d'aller chercher plus, en fait. C'est ça vraiment qu'on va aussi comprendre quand on regarde les résultats des Silors, c'est que ça va être compliqué d'aller chercher énormément de croissance. Prada, d'ailleurs, Prada, je suis actionnaire, les amis, on a des résultats qui arrivent bientôt. On va aller les regarder. Hop, ce qu'on veut nous regarder, c'est voilà, hein, le profit net sur le premier semestre 2026 par rapport à 2025, c'est qu'on est à, hop, à 6,8%. Donc c'est pas terriblasse du tout. On a des marges nettes à 13%. C'est plutôt pas mal en vrai, hein. C'est plutôt pas mal en termes de marge, ça va, ça ne descend pas trop. Par contre, on n'a pas non plus une croissance de zinzitose, donc c'est pas le feu. Et on nous parle de free cash flow ici. Par contre, on ne sait pas si c'est les free cash flow du trimestre, du semestre, de la mère Michel. Donc 1,7 milliard de free cash flow, mais je pense que ça doit être sur le trimestre. Il me semble, on va tout simplement nous faire une petite valorisation. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont pas si mauvais que ça sur Essilor. Mais qui a payé Essilor à 300 balles en fait, à un moment donné là? Où vous vous êtes dit parce qu'il y a un an, les résultats, c'était pas non plus fameux quoi en fait. Et là, à 166 €, bah, j'ai quand même un problème de valorisation moi. Hop, on va aller voir les cash flows, hop, trimestriellement. Est-ce qu'on a déjà le Q2 là? On aurait déjà le Q2 en vrai, hein, on serait sur 761 millions là? J'ai du mal à le croire. On voit que c'est quand même en croissance par rapport à 2025, mais c'est pas fanfaron non plus. Hop, est-ce qu'on a déjà les, revenus? On aurait les revenus, hein, on aurait les revenus, donc ça serait potentiellement les bons. Hop, peut voir, voilà, la marge nette, bon, c'est pas flamboyant, mais on voit qu'on est quand même un petit peu mieux que les autres années, à 13% actuellement sur la marge nette, sur le premier semestre. Donc on a peut-être une boîte qui commence à mieux travailler là-dessus. Le ROIC est pas top. Moi, ce qui m'emmerde aussi là-dessus, c'est qu'on a un WACC, un coût moyen du capital, qui est en train vraiment de creuser le fossé avec le petit ROIC historique de la marque. Donc, c'est pas terrible du tout. Et ce qu'on peut voir, voilà, hein, on la voit ici, c'est qu'on a une dette qui continue de croître et des revenus bah, qui sont pas forcément intéressants. On a en plus des rémunérations en actions. Alors là, il faut m'expliquer pourquoi on en a autant. Et on nous dilue bah, la tronche, hein, parce que je crois qu'on a un espèce de plan là chez Essilor.
Vous pouvez choisir plus de dividendes ou une action gratuite ou je sais pas quoi, on m'avait expliqué ça. Enfin, moi, je trouve ça à chier et on a une marge de free cash flow de 13. OK, pourquoi pas, mais moi, ce qui me pose problème, en vrai, la boîte est pas mauvaise en soi, hein, quand je dis ma plus belle saucisse, mais c'est que ça se paye 31 fois les bénéfices. Est-ce que j'ai envie de payer 31 fois les bénéfices, une boîte qui fait, du 1 de croissance? Bah, non, en fait. Je n'ai pas envie du tout. 23 en forward, moi, je ne pense pas qu'on sera à 23 en forward. On a, une augmentation des bénéfices, certes, mais on n'a pas non plus une accélération, on peut pas avoir non plus une nette accélération. Donc ça m'intéresse pas trop. Ça se paye encore 20 fois le free cash flow. Alors oui, on est en dessous de la médiane, mais je trouve qu'on était overpricé en fait. On avait un prix, déjà c'était cher en 2022, mais là on est extrêmement cher. Est-ce qu'on peut avoir mieux que 6 de croissance des free cash flow? Bah, j'ai envie de dire que non, hein. Ça a fait 10 sur les, 10 dernières années. Donc maintenant, tous ceux qui me disent: «Oui, mais les, lunettes connectées avec Meta et cetera», ouais, mais pour l'instant, ça porte pas vraiment ses fruits. Historiquement, ça se payait 26 fois le free cash flow. Moi, je serais à l'aise avec 21, hein, une croissance de 6 et ça nous donnera un prix juste à 146 € et je n'irai pas au-dessus. Enfin, déjà, je n'irai pas parce que la boîte m'aime pas, mais que je n'aime pas la boîte, pardon, mais moi, j'irai pas au-dessus de 146 balles. Je trouve que c'est beaucoup trop cher par rapport à la croissance délivrée sur Essilor. Maintenant, si vous, vous êtes à l'aise avec ce type de croissance, avec ce type de valorisation, je peux comprendre. Mais en fait, il y a beaucoup mieux à aller chercher, je trouve, dans le marché actuellement. C'est un petit peu les. J'ai envie de dire, c'est un petit peu les, comment dire, les investissements faciles, les Essilor, les FDJ, etc. On connaît, machin, c'est français, patati patata. Mais bah, la vérité, c'est que ça ne perfe pas, c'est pas terrible. Et c'est excessivement cher, franchement, quand vous voyez, en plus, il y a pas de rachat d'actions, il me semble. Alors s'il y en a, ça doit être vraiment, famélique. Ouais, il y en a un tout petit peu, mais c'est pas le problème, c'est que vous émettez des rémunérations en actions, bah, vous êtes en train de diluer tout le monde. Du coup, vous pouvez pas normalement, augmenter votre dividende, c'est pas terrible du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire, même sur PEA, voilà, hein, notamment, les gens qui voudraient partir sur du Safran. Je trouve qu'on est sur une boîte beaucoup, mais alors, beaucoup plus solide qu'Essilor. C'est sûr qu'elle a pas le vent en poupe, elle fabrique pas des lunettes, elle fabrique des moteurs d'avion, c'est moins sexy. Vous allez me dire, ça résiste peut-être mieux aux crises, les lunettes, mais et les verres, et cetera. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment overpricé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de dimanche. Dimanche, ça va être simple, on va aller le voir ensemble. Mais on a pas mal d'entreprises qui postent les résultats, notamment des entreprises que j'ai en portefeuille. Donc, on va pas parler de Meta, parce que je ne l'ai pas en portefeuille, qui est en train de se faire découper actuellement. On va parler dimanche de Microsoft, on ira voir Amazon, on ira voir Mastercard. Je pense aussi qu'on fera peut-être un détour sur Ferrari. On a aussi du Vici Properties. Mon PC va exploser et à cause du coût de la mémoire, je ne peux pas la remplacer. Vici Properties, je crois, elle a posté hier, donc on ira voir ça ici. Et je pense qu'on ça sera tout en vrai. On va faire, allez, peut-être 4 voire 5 peut-être 6 entreprises grand maximum. Je vais un petit peu faire un focus un peu plus vers les États-Unis, les amis, vous l'avez compris, Amazon, Mastercard, Microsoft, donc des résultats très très importants pour mon portefeuille. Vici Properties aussi pour la partie dividende, on a Reddit aussi, on jettera peut-être un coup d'œil, on verra. En tout cas, abonnez-vous pour ne rien rater, allez sur mes réseaux, vous les retrouverez en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, investir est une formidable raison d'être heureux, sauf dans Essilor.